Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Aujourd'hui on est mardi, donc on fait exceptionnellement les QAG mardi parce qu'ensuite on va suivre nous sur Twitch le débat pour le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et donc quitte à regarder l'Assemblée nationale, eh bien autant se faire les QAG. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a une voix un peu fatiguée comme moi. Alors, je suis heureuse de souhaiter la Moi aussi. bienvenue à nos collègues parlementaires participant au 8e atelier de leadership pour femmes parlementaires francophones organisé par l'Assemblée nationale du Québec avec le soutien de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Coucou. Mesdames, bienvenue. Coucou les Québécois. Je fais coucou tant qu'ils sont à l'image. Hein. Voilà. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Éric Ciotti, président du groupe UDR. Ça commence dans le dur, hein, accrochez-vous. Je tiens à dire que ma voix est un petit peu Madame la Présidente. compliquée. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et donc j'ai tout donné hier. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir macroniste que vous incarnez et que vous représentez a depuis son avènement bradé beaucoup de fleurons de notre technologie et de notre industrie. Alstom, Technip, Latécoère en sont malheureusement quelques exemples. Aujourd'hui, EDF s'apprête à continuer cette sombre perspective en cédant une de ses filiales majeures, stratégique, Exaion, à l'américain Mara. Cette vente au rabais marquerait un abandon supplémentaire de notre souveraineté nationale. Souveraineté énergétique, souveraineté numérique, mais aussi souveraineté monétaire. Ouais, voilà, si vous voulez acheter des actifs français, c'est le moment. Pourrait devenir dans le futur c'est le Black Friday avant l'heure. Des pépites de demain dans des domaines porteurs d'avenir et à haute plus-value. Le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, le minage des bitcoins. Avec ce rachat, la France perdrait, si vous n'intervenez pas, un atout stratégique déjà il y a 3 semaines. Dans la révolution technologique, industrielle et monétaire en cours. Pire encore, une clause de non-concurrence interdirait à EDF de relancer une activité similaire pendant 2 ans. EDF et notre parc nucléaire constituent un trésor national, héritage du général de Gaulle, financé par des générations de Français. Le temps presse donc. Monsieur le Premier ministre, vous avez le pouvoir de bloquer cette vente. Je vous le demande solennellement. Allez-vous brader un nouveau fleuron né du génie national ou allez-vous vous opposer à cette vente? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Au Premier ministre qui va répondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Exaion? Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ciotti, avant de répondre à votre question, j'aimerais rendre hommage au caporal Jimmy Gosselin du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, qui est tragiquement mort en servant courageusement au sein des forces armées guyanaises, qui vient rappeler à quel point la mission Harpie est une mission dangereuse, une mission intérieure sur laquelle malheureusement encore trop de nos soldats viennent à être blessés ou tués, affrontant le danger au service des Guyanaises, des Guyanais et de la nation française. Merci. Un hommage complet de l'Assemblée nationale. Président Ciotti, Exaion. Pour être précis, puisque le diable se niche dans les détails, Exaion n'est pas à vendre, et heureusement. Le sujet, bien sûr, c'est la question de l'augmentation de capital d'Exaion. Pourquoi la question de cette augmentation de capital se pose? Puisque nous avons... Mais enfin, à partir du moment où on peut faire une OPA, c'est une mise en vente. Le consensus relatif sur l'ensemble de ces bancs, c'est que EDF se concentre sur le financement du nucléaire, et notamment de son nouveau nucléaire. S'oppose donc évidemment la question de l'avenir de cette start-up, de cette filiale en quelque sorte. C'est quoi ça, Max? Vas-y, elle n'est pas à vendre. Ça a l'air intéressant. EDF, Monsieur le Président Ciotti, va devoir rester... Non, c'est pas pareil. Ah non, EDF, je vous réponds à votre question, EDF va rester au capital de cette entreprise. La troisième des choses, Monsieur le Président Ciotti,
même un actionnaire minoritaire, et ce n'est pas encore décidé, peut avoir des conditions de blocage et de protection. On l'a déjà fait des centaines de fois sur tous les gouvernements de gauche et de droite de ces 20 dernières années, donc c'est possible. Ça a bien La troisième marché. des choses, c'est à quelles conditions c'est acceptable. Et ça, pour le coup, c'est le cœur de votre question, et je la reçois bien volontiers. C'est bien pour ça qu'une procédure dite IEF a été déclenchée depuis le mois de septembre dernier, et qui va permettre au service de Bercy, au secrétariat général pour la défense nationale, à celles et ceux qui ont à connaître aussi des questions numériques et énergétiques, d'émettre un avis et des conditions sur cette des espèces augmentation de job capitale. dating en fait, un Pour peu. le coup, il apparaît que dans cette Des procédure, forums qui pour va encore l'emploi, prendre un certain ce genre temps, de et trucs. je pense que nous aurons une réponse d'ici à la fin de l'année. Un certain nombre de choses doivent être objectivées. Déjà, le caractère réellement critique de ce que fait cette entreprise. Et donc, tu es obligé d'y aller. Comme ministre des Armées, je suis bien placé pour savoir que parfois on a fait dire à des entreprises qu'elles avaient un rôle critique dans la défense nationale. On s'est aperçu, après examen et analyse poussée, que ce n'était pas toujours le cas. Là, en l'espèce, il faut le documenter. Et évidemment, les conditions qui vont nous permettre de le faire. Ensuite, donc, je serai amené, ou le ministre Roland Lescure, le cas échéant, sera amené à rendre compte à l'Assemblée nationale et à la représentation nationale, pardonnez-moi, des conditions dans lesquelles cette affaire peut se faire. Si j'ouvre le débat plus largement, et sans faire le droit de suite des discussions que nous avons pu avoir dans cet hémicycle sur la fiscalité la semaine dernière, ça pose quand même très clairement maintenant la question de la disponibilité de capitaux français en France pour investir dans ces entreprises. Et on le voit bien, et on sera amené à y revenir sur la question de nos fonds souverains, Alors pourquoi sur te la lever question de la aussitôt ? mobilisation C'est de loin de chez l'épargne des toi Français, de la question des assurances-vie. Ce que nous avons commencé à faire pour les entreprises liées à la défense nationale doit impérativement être accéléré sur l'ensemble des secteurs souverains, et je serai amené à y revenir dans les tout prochaines semaines, parce qu'on le voit bien, un des gros problèmes de l'Europe et de la France, c'est le manque de disponibilité de ces capitaux, qui créent donc des vulnérabilités et qui font que les capitaux étrangers, tantôt chinois, tantôt du Golfe, tantôt américains, peuvent venir au secours de certaines de nos entreprises qui n'ont pas spécialement envie de se donner à ces fonds, mais il faut bien qu'on trouve une solution de capitaux disponibles. Et donc, on va protéger cette entreprise, EDF va rester dedans, la procédure IEF, qui est une bonne procédure, va fonctionner, mais derrière tout ça, va bien falloir quand même traiter aussi le mal à la racine, et c'est la question de la disponibilité de ces capitaux, et ça, on va y revenir dans les tout prochains temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Bonnet pour le groupe écologiste et social. Les écologistes maintenant. Pour la deuxième question d'aujourd'hui. Merci Madame la Présidente. Bonjour King La Boris. répression des fraudes a lancé l'alerte et mis au jour le scandale des poupées pédocriminelles. Car il n'y a pas d'autre mot. Vendues sur le site de Chine dont Monsieur Castaner, ancien ministre macroniste, a été le promoteur. Voyez l'importance des services publics. La pédocriminalité s'épanouit en France. La Civis tente de nous alerter depuis plusieurs années. C'est l'histoire de Chine, j'imagine. De préconisations qui ne sont toujours pas effectives. Qu'attendez-vous? Dans notre pays, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Non. À savoir 3 élèves par classe. Chaque jour perdu est le témoin de notre culpabilité. Chine est le produit le plus abouti du capitalisme et du libéralisme débridé. Les poupées de pédocriminalité. Que la pédocriminalité est banale. Un autre bien à vendre, à bas de gamme, à côté des pantalons et de t-shirts. Une opportunité de s'entraîner tranquille, chez soi, avant de passer en gros, à la Chine a créé et vendu, a mis en vente. Pardon, Chine a retiré ses poupées infâmes de la vente. Mais a mis en vente des poupées qui étaient conçues pour refléter des visages d'enfants à caractère sexuel, pour se livrer à des actes de pédocriminalité. Les violeurs d'enfants en France pourront continuer de les acheter dans tous les autres pays du monde. Pourquoi des poupées décrites, je cite, et attention aux propos, poupées sexuelles, jouets de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus. Voilà, poupées fantastiques pour hommes solitaires. C'était sur l'offre de vente. Car nous sommes le pays où un homme, comme Joël Le Scouarnec, peut sévir pendant 30 ans et violer des centaines d'enfants. Et d'ailleurs, voilà, j'ai appris ça ce matin. Il y avait ce type de poupée chez lui. Et c'est maintenant, dans ce même pays, pour la première fois au monde, que Chine a choisi de s'implanter. Aujourd'hui même, dans le plus grand magasin de Paris, le BHV. Vitrine pour notre culture. Oh, il est tout colère. Nous en sommes arrivés là. Sacrifier nos enfants sur l'autel du marché, à tout prix. Ma question est la suivante, Monsieur Lescure. Comment pouvez-vous, avec tout ce que l'on sait sur les conditions inhumaines de travail, les produits qui ne sont pas aux normes européennes et maintenant la promotion d'actes de pédocriminalité, laisser cette enseigne s'installer chez nous? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances.
Tiens, ça se lève pas mal dans l'Assemblée. Madame la Présidente, Oui, mais la Mesdames, Messieurs les députés, pédophilie Monsieur est le criminelle. député Arnaud Bonnet. Au fond, on est tous gênés par l'explosion de ce qu'on appelle la fast fashion, la mode ultra rapide depuis quelques années. Il me semblait. Et ce sujet a été pris à bras-le-corps à la fois par le gouvernement qui, via une taxe sur les petits colis et un combat au niveau européen pour en taxer les arrivées, et par cette Assemblée nationale avec la députée Anne-Cécile Violent qui porte une proposition de loi sur la réglementation de la mode ultra rapide. Mais là, on parle de quelque chose. Vous êtes vraiment sérieux là avec ce que vous écrivez? En mettant en ligne les poupées que vous avez décrites, et j'allais dire malheureusement bien décrites, Shein a dépassé les bornes. Je voudrais remercier le ministre Papin, je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer à nouveau dans le cadre de cette session, à la fois lui et ses équipes, parce que si nous sommes capables aujourd'hui de parler de ce sujet, c'est que les équipes de la répression des fraudes ont été exemplaires pour identifier ces biens et intervenir tout de suite auprès de la plateforme pour qu'elle les retire. Et il applaudit. Mais au-delà de ça, je veux être très clair, monsieur le député. Vous avez voté une loi, nous avons voté une loi, et cette loi, nous l'appliquerons. Cette loi, elle dit des choses très claires. L'apologie du terrorisme, le trafic de stupéfiants et la pédocriminalité n'ont en aucun lieu place sur les réseaux, j'allais dire de vente quel qu'il soit, et a fortiori sur une plateforme dont on sait qu'elle s'adresse en premier lieu à des adolescents et des jeunes adultes. Nous l'avons dit, je vous le redis, les plateformes qui vendent ce type de produits n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Je vous remercie, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Bon, allez, les turbulences sont pas terminées. Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, le 5 juillet 1962, l'Algérie prenait son indépendance. Le 30 octobre 2025, la France affirmait enfin la sienne. Après 57 ans d'un accord anachronique, peu glorieux pour l'Algérie et léonin pour la France, il était temps de purger les reliquats d'une situation coloniale. Les patriotes algériens devraient se réjouir de notre vote, puisque rien n'a jamais justifié qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas traité par la France comme tous les autres pays du monde et se retrouve dans la situation humiliante de bénéficier d'une sorte de régime de discrimination positive de la part de l'ancienne puissance coloniale. L'Assemblée nationale française est également venue mettre fin à un accord dicté en son temps par un certain patronat sans scrupules qui cherchait à disposer d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs pour travailler à bas prix dans des conditions bien souvent peu reluisantes. C'est pourquoi ce vote est tout un symbole, celui d'un changement d'époque et pour les travailleurs algériens comme pour les travailleurs français, celui d'un retour à une morale sociale élémentaire. Pour le gouvernement, ce vote de l'Assemblée va également permettre de nous montrer si vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, sur la reconnaissance affirmée du Parlement relève d'une adhésion réfléchie ou d'un élément de langage, d'un changement réel de mentalité ou d'un effet de manche déployé dans le but de neutraliser certains députés apeurés à l'idée de retourner devant les électeurs. Mais Monsieur Le Cornu, je veux croire dans votre honnêteté, et Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie? Bravo le centre de ne pas avoir fait barrage à l'extrême droite d'ailleurs. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les députés, madame la présidente Le Pen, peut-être 2 points de forme ou de méthode avant de répondre précisément sur le fond. La première, je me suis fixé comme règle dans mes anciennes fonctions comme ministre des Armées, et je m'applique la même fonction désormais, enfin la même règle dans ces fonctions de Premier ministre, c'est de ne jamais faire de la question de l'Algérie un sujet de politique intérieure en France. D'autant plus que
il est arrivé que dans la vie politique intérieure algérienne, la relation avec la France soit un sujet de politique intérieure chez eux. Et donc je souhaite évidemment qu'on puisse avancer sur ce chemin. La deuxième des choses, on respecte tous la Constitution de 1958. Et donc par définition, la question des traités et des accords revient à l'exécutif et c'est ensuite à l'Assemblée nationale de ratifier les traités et de les voter. Et donc par définition, il s'agit d'une résolution et seulement d'une résolution, ce qui ne veut pas dire que nous ne prenons pas acte et que le gouvernement de la République ne prend pas acte du vote de l'Assemblée nationale. Mais ne faisons pas dire à cette résolution ce qu'elle n'est pas. C'est trop tard. Hein. Ensuite, sur le fond, il se trouve que je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Et soyons précis, il y a déjà eu 3 renégociations dans l'histoire, 2 d'ailleurs menées sous des gouvernements de gauche et 1 menée sur un gouvernement de droite, parce que cet accord, à bien des égards, est caduc, n'est plus complètement à jour au regard d'ailleurs des attentes des 2 parties. Et donc au fond, ce que je propose comme feuille de route pour avancer sur ce sujet, c'est de repartir du comité de haut niveau que la France et l'Algérie ont tenu à l'octobre 2022, dans lequel il était justement écrit et acté que nous devions renégocier cet accord. C'est tout ce qui s'est passé depuis 2022 avec les différentes pannes, freins dans la relation entre la France et l'Algérie. Moi, je considère qu'il faut remettre cette négociation non seulement sur la table, mais il faut également repartir de nos intérêts plus globaux. Il n'y a pas que la question migratoire. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de sécurité, la question de la pression terroriste qui monte au Sahel, les questions de sécurité maritime, et puis les questions économiques, parce que je crois que le moment est venu d'avoir aussi une approche beaucoup plus globale dans la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et il y a un point sur lequel je vous rejoins, il maîtrise très bien le en même temps, la souveraineté de l'Algérie et donc des gouvernements algériens, quels que soient nos désaccords, on doit être capable de mener une discussion qui soit exigeante et qui protège nos intérêts. À la question du calendrier, on sait que ces choses peuvent prendre du temps. Il faut donc désormais que ce début de renégociation démarre le plus vite possible avec une méthodologie qu'il va appartenir au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de bien vouloir arrêter avec ses différents homologues, ainsi que le ministre de l'Intérieur pour ce qui le concerne et la ministre des Armées pour ce qui la concerne aussi, puisqu'un certain nombre de sujets méritent également un point d'attention rapide. Dernier point, on ne peut pas évoquer cette question sans citer évidemment nos compatriotes Christophe Glaise et Boualem Sansal, pour lequel l'ensemble des services de l'État et de notre diplomatie sont évidemment mobilisés pour poursuivre et obtenir, avec nos efforts, leur libération. En tout cas, pas un sujet de politique intérieure, un sujet bilatéral de respect qu'il convient, à mon avis, de traiter avec beaucoup de sang-froid pour nous permettre justement d'avancer, parce que vous avez parlé d'histoire, il y a aussi une réalité, c'est notre géographie, et évidemment, on ne peut pas la mettre de côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la renégociation, c'est votre avis personnel, mais ça n'est pas ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Jérôme Guedj maintenant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est les 80 ans de la Sécu. Nous débutons tout à l'heure l'examen du PLFSS, un texte essentiel pour l'ensemble moi, de c'était nos mes 30 ans hier. Voilà. À vrai dire, au moment où nous débutons, nous ne savons pas exactement où nous allons. Il n'y a pas de 49.3, tant mieux, mais on a besoin quand même de quelques clarifications. Nous avons accepté, par notre non-censure, de permettre à ce débat de se déployer. Votre texte a abandonné la suppression de 2 jours fériés et la réforme de l'assurance chômage, c'est heureux. Vous vous êtes engagé à suspendre jusqu'au 1er janvier 2028 la réforme des retraites, y compris pour les carrières longues. Mais au nom du pouvoir d'achat, préoccupation première de nos concitoyens, nous devons vous dire notre position ferme à l'année blanche sur toutes les pensions et sur toutes les prestations. Vous vous êtes d'ores et déjà engagé dans ce sens. Au nom de notre amour de l'hôpital public, nous défendrons le renforcement de l'Ondam hospitalier d'au moins 1 milliard supplémentaire. Au nom de notre attachement à l'universalité de la sécurité sociale et au nom de la protection des classes moyennes et des classes populaires, nous voulons vous redire notre opposition farouche au doublement des franchises médicales. C'est de votre seul ressort, car ça se fait par décret. De même manière, fragiliser le salaire des apprentis, plafonner les indemnités journalières, pénaliser les tickets restaurants et les chèques vacances, nous ne pourrons l'accepter. Mais nous sommes lucides.
Pour renoncer à ces mesures injustes, il faut dégager d'autres économies et mieux lutter contre la fraude. Nous y sommes prêts. Mais surtout, et je le dis avec solennité, pour la sécurité sociale, il faut mobiliser de nouvelles recettes. Des propositions sont sur la table, mais sans votre assentiment, comme sur la CSG capitale, elles ne pourront pas prospérer. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de cette clarification avant d'entrer dans les débats, amendement par amendement, car sinon, il n'y aura pas d'atterrissage global. Vous n'êtes ni spectateur, ni arbitre de ces débats. Vous en êtes un acteur essentiel comme chef de votre majorité relative, ne vous en déplaise, et nous avons besoin que vous l'entraîniez dans la construction de ce nécessaire compromis. Quel niveau de recettes êtes-vous prêt à avaliser dans ce PLFSS? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Amélie Montchalin, ministre en charge de l'action et des comptes publics. Alors, merci, monsieur le député. Je pense qu'il est effectivement extrêmement important quand on construit un budget, qu'il soit de l'État ou de la sécurité sociale, de ne pas détacher les recettes des dépenses et les dépenses des recettes. Il se trouve que la LOLF nous amène à d'abord étudier les recettes. Et la loi vous savez, organique le sur les Premier ministre finances a indiqué, publiques. Nous serons évidemment très ouverts pour accompagner toutes La loi les organique mesures sur la loi de justes, finances. proportionnées et N'importe quoi. efficaces qui pourront être proposées La LOLF. pour qu'à la fin, effectivement, nous réduisions le déficit de la sécurité sociale, puisqu'il ne peut pas rester à 23 milliards comme cette année. Les mesures, vous le savez, de recettes qui vont être discutées. Encore une ce fois, sont la celles faute à sur les qui, hein niches sociales, sur la CSG patrimoine, sur le gel des barèmes, sur la participation des complémentaires, sur la participation des assurés qui en ont les moyens. Ces débats, nous allons les avoir. Et vous le savez, avec le Premier ministre, avec mes collègues Stéphanie Rist et Jean-Pierre Farandou, nous voyons déjà émerger, du côté des dépenses, mais aussi des recettes, des compromis possibles. Je pense à l'hôpital, notamment avec le renforcement de l'ONDAM hospitalier. Je pense aux retraites, à la fois les enjeux d'indexation et de suspension. Je pense aux enjeux ultramarins, avec notamment les évolutions que nous pourrons porter. Amélie de Montchalin a affirmé que PLF et PLFSS seraient transmis entre les chambres, quand bien même il n'y ait pas de vote, en prenant en compte le travail des chambres, donc les amendements. Ou les mesures d'économie, nous voyons qu'il y a des compromis possibles. Le gouvernement n'est pas obligé, Amélie de Montchalin l'a proposé pour ne pas que les assemblées travaillent dans le vide. Première lecture, il y aura une navette, il y aura une seconde lecture. Notre conviction, depuis le début du débat, vous le savez, c'est que nous, gouvernement, nous sommes au service des parlementaires, nous sommes au service du compromis, nous facilitons l'émergence de ces compromis et nous ça avons rend bien en tête que nous devons être attentifs à deux choses. la CMP en fait. Bien partager l'effort et rendre notre modèle social soutenable pour chacun et soutenable dans le temps. À la fin, nous pouvons y arriver si tout le monde veut y arriver. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent à monsieur Stéphane Viry pour le groupe LIOT. Les indépendants. Merci. Merci à vous, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, alors que le chômage repart à la hausse avec plus 1,6% au troisième trimestre, alors que notre pays cherche à redresser ses comptes et à relancer sa production, un paradoxe s'installe. On parle beaucoup d'économie, mais on oublie la première richesse de la France, à savoir le travail. Aujourd'hui, 6 millions de Français sont privés d'emploi. Et cette inactivité coûte 48 milliards d'euros chaque année à notre pays. 48 milliards d'euros. Ce chiffre, à lui seul, devrait nous interpeller, nous réveiller en ces temps budgétaires. Je voudrais également aujourd'hui avoir une pensée pour nos apprentis, pour nos entreprises, à qui l'on retire l'exonération de cotisations sociales. Je voudrais également que l'on pense tous ensemble aux structures d'insertion par l'activité économique, dont les moyens vont être amputés de 14%, menaçant près de 20 000 emplois. Mais, monsieur le Premier ministre, ces mots aujourd'hui, je voudrais surtout les adresser à la jeunesse de France. Cette jeunesse qui doute, qui cherche sa place, qui parfois ne la trouve pas, qui parfois est éloignée du travail et de la société. Aujourd'hui, plus de 600 000 jeunes sont en errance, victimes d'un échec ou d'un manque de chance. Nous ne pouvons pas les abandonner. Les missions locales, elles, ne les abandonnent pas. Elles sont la première porte d'entrée vers l'emploi. Elles sont un service public de proximité, humain, ancré dans nos territoires. Les missions locales, mes chers collègues, sont le deuxième réseau, après l'éducation nationale, pour accompagner les jeunes de 16-25 ans en France. Normal, il a été créé simplement l'espoir artificiellement. républicain pour des milliers de jeunes. Et pourtant, monsieur le Premier ministre, dans votre budget 2026, vous saignez leurs moyens. Moins 13% de financement, moins 20% en 2 ans. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Souhaitez-vous, très sincèrement, supprimer les missions locales? Et une question de fond, quelle solution envisagez-vous durablement pour l'insertion professionnelle pour ces jeunes, pour que ça reste une priorité pour eux? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, qu'est-ce qu'on fait pour le chômage du Travail des et de jeunes Solidarité. Est-ce que je suis encore concerné, moi? Maintenant que j'ai passé le cap des 30 ans,
Je suis vieux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry, je connais votre engagement pour le travail. Nous en avons parlé pas plus tard qu'hier soir en commission et nous avons échangé sur les sujets que vous soulevez. Je voudrais vous rappeler que le ministère du Travail et des Solidarités, dont j'ai la charge, pilote de très nombreux dispositifs pour permettre le retour vers l'emploi de ceux qui en sont privés. Je tiens à remercier d'ailleurs tout particulièrement. C'est marrant, avec vos deux commentaires, on a les vraiment deux conseillers visions France Travail, différentes. les missions locales que vous avez évoquées et les Cap Emploi qui accompagnent chaque jour les demandeurs d'emploi, les jeunes en particulier que vous avez énoncés dans les missions locales. Je sais qu'elles sont particulièrement spécialisées sur les jeunes et les travailleurs handicapés également dans leur parcours de réinsertion. J'ai mal à la gorge. Le contexte budgétaire que nous connaissons sur la sécurité sociale, un rapport de la Cour des comptes est sorti sur ce sujet-là, nous oblige à envisager un effort de redressement sur l'ensemble de ces dispositifs. Je vous rassure, les missions locales resteront au cœur de notre action pour l'insertion, je le redis, particulièrement centrée sur les jeunes. Je sais aussi que notre dispositif vous tient à cœur, le dispositif zéro chômeur de longue durée. Nous avons aussi débattu là-dessus. Je sais qu'une évaluation va être faite de ce dispositif. Un projet de loi, je crois que vous vous y préparez. Je suis prêt à travailler avec vous là-dessus, sur ce sujet-là. C'est aussi un élément très important pour des populations encore plus éloignées de l'emploi. Oui, comme beaucoup de gens ici, King Loris. Le rapport d'évaluation arrive bientôt. Il sera la base de cette action partagée. Je souhaite donc pouvoir poursuivre avec vous les échanges entamés sur tous ces sujets. C'est l'esprit des discussions que nous avons et c'est dans cet esprit-là, bien sûr, que je suis prêt à travailler avec vous pour faire avancer les projets de loi sur lesquels vous avez commencé à travailler. Je vous remercie, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je crains une stratégie d'étouffement à moyen terme des missions locales et à la baisse durable de la prestation et de leur qualité. Oui, il a bien contourné la réponse de la question. Merci beaucoup, Monsieur le député. Il a pris le pli, La parole est à présent Madame Olivia Grégoire pour le groupe Ensemble pour la République. Ça fait bizarre de la revoir députée. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs années, notre pays assiste impuissant à la montée d'un géant sans foi, sans loi, qui piétine l'intégralité des règles de notre commerce, qui dévore un par un nos emplois comme nos entreprises d'habillement et qui trompe délibérément les consommateurs. Ce géant sans foi ni loi porte un nom, il s'appelle Chine. Alors bien sûr, comme mon collègue écologiste l'a rappelé il y a quelques instants, il y a cette terrible affaire signalée à la justice pour la vente de poupées sexuelles à apparence enfantine. Mais n'oublions pas non plus, chers collègues, la condamnation à une amende record de quelques 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. N'oublions pas non plus le fait que l'OCDE ait épinglé Chine pour non-respect des droits humains, des engagements environnementaux, pour transparence largement insuffisante. Et pourtant, pendant que nos artisans, nos créateurs, nos commerçants se démènent pour continuer à produire en France, pour faire vivre nos centres-villes, pour payer leurs charges et respecter les normes, Chine s'offre une vitrine de prestige au cœur du BHV à Paris. Quand Chine augmente ses ventes de quelques 58% en 2023, les défaillances des commerces d'habillement augmentent, eux, de 51%. C'est quand même bon dos. Eux, ils encouragent le libre-échange, la mondialisation, etc. Et maintenant, ils viennent pleurer le code pour les pénal, causes les conventions internationales, l'Europe, le DSA nous offrent des outils. La France peut, la France doit mobiliser les autorités irlandaises pour obtenir des sanctions immédiates, imposer la mise en conformité de la plateforme, à l'instar de ce qui a été fait pour Vinted. Il est grand temps de rétablir l'ordre économique, Monsieur le ministre. Ça n'est pas assez géant de faire la loi, c'est aux représentants du peuple français. Je n'ai qu'une question. Qu'attendons-nous, Monsieur le ministre, pour interdire définitivement l'accès de Chine dans notre pays? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole On dirait vraiment qu'elle est dans l'opposition. Ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Ministre Grégoire, en effet, nous sommes face à une plateforme condamnée à plus de 190 millions d'amendes ces derniers mois pour des faits de tromperie commerciale. La non-conformité des produits atteint des volumes sans aucune commune mesure avec le commerce physique. Et ce week-end, la DGCCRF, dont moi aussi je salue l'action, a signalé l'intolérable, la vente de poupées pédopornographiques et désormais, l'affaire est entre les mains de la justice.
Une plateforme dont les responsables se félicitent d'avoir retiré en 24 heures ces poupées à la vente en France, mais qui continue à les proposer chez nos voisins. C'est quand même grave. Ils ont arrêté en France, mais ils continuent ailleurs. Alors, chez ces plateformes comme Shein, Temu, mais il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres. L'inconformité, ce n'est pas une exception, vous venez de le dire, c'est la règle. La tromperie, le contournement, c'est leur business model. C'est systémique, c'est pour ça qu'ils font des prix, parce qu'ils ne respectent rien. Alors dans notre pays, par exemple, quand il y a un problème d'hygiène dans un restaurant, on le ferme. Hein, c'est arrivé, c'est assez... Alors que là, une plateforme qui vend des produits pédopornographiques continue à les vendre ailleurs peut-être qu'en France, mais ce n'est pas normal. Et je veux que nous réfléchissions ensemble à la manière de faire évoluer les moyens juridiques dont dispose l'État pour faire face à cette menace, sans attendre qu'elle se répète. Eh oui, mais parce qu'elle se répétera, ça c'est sûr. Par ailleurs, bah oui, donc on interdit tout ça et c'est réglé. Pour avoir été ministre avant moi, ces plateformes posent également un problème de concurrence déloyale. Elles font du dumping. Si un rideau des commerces tombe dans nos villes, c'est de leur faute. Si des produits non conformes arrivent en France, c'est de leur faute. Monsieur le ministre, votre temps est écoulé, désolé. C'est fini. Ben non, c'est fini, je suis désolée. Vous avez 2 minutes, c'est comme ça. Et merci de vous plier aux règles de l'Assemblée nationale. Ben oui, c'est important, mais vous savez, monsieur le ministre, toutes les questions des parlementaires sont importantes et toutes les réponses des ministres sont importantes. Oh, elle est vénère, hein, Yael. Elle est vénère. Moins vénère que Gérard Larcher. La parole pour le groupe socialiste. Mais quand même. Emmanuel Grégoire. Madame la présidente. C'est le candidat à la mairie de Paris, il me semble, Emmanuel Grégoire. Sur les propos du ministre, pendant que vous réfléchissez, des entreprises ou c'est l'autre, j'ai oublié, des poupées à l'effigie de nos enfants. Ce qui se joue ici n'est pas un simple différend commercial. C'est une bataille que nous voulons comme modèle de société pour nous et pour nos enfants. En 2023, le groupe socialiste a saisi l'OCDE sur Chine. Le rapport publié fin septembre confirme de graves manquements de l'entreprise, vous les avez évoqués à l'instant, mais combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps ils vont être les témoins de notre impuissance et nous marcher dessus? Ce matin, sur les ondes de RTL, le propriétaire du BHV a confessé qu'après la révélation de la vente de poupées pédopornographiques, il avait, je le cite, réfléchi à renoncer au partenariat. Réfléchi, pas agi, pas refusé. Il a pesé la honte et l'indignité sur la balance du profit. On nous dit la provenance des produits sera vérifiée. Qui peut encore sérieusement prononcer ces mots pour parler de cet empire de l'ultra fast fashion? Payer un t-shirt à 2 €, c'est payer la destruction de milliers de vies humaines et de notre planète. Monsieur le Premier ministre, il s'agit de comprendre que 2 mondes s'affrontent. D'un côté, l'empire du jetable, de la déshumanisation et de la marchandisation à outrance. De l'autre, un monde de respect, notre monde, celui qui a bâti nos ateliers, nos rues, nos solidarités, nos sociétés et les luttes sociales. Il faut savoir dire stop à l'horreur plutôt que de vivre l'impuissance de se faire marcher dessus. Je crois que c'est ça le problème, c'est que justement c'est accessible à tout le monde non, et que c'est pas derrière un volet du plus pire 18. modèle économique de l'histoire et de la planète. Dire non à ceux qui pensent que l'argent décide de tout et que la République doit se taire ou pire qu'elle est contrainte à l'impuissance et au silence. Notre rôle est de protéger les Français et les Français. Leur dignité n'est pas négociable, celle des ouvriers du monde et de la planète non plus. Merci, monsieur le député. Et donc, je donne la parole à monsieur Serge Papin qui va pouvoir continuer sa réponse. Et respecter le temps de parole. Allez-y, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Grégoire. En effet, personne ne comprend cette ouverture. D'ailleurs, j'ai noté que les Galeries Lafayette, c'est important, rompent leur contrat avec la SGM, qui est donc propriétaire des BHV. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer. Évidemment, quand on a en plus toutes les révélations de ce week-end, on ne peut qu'être effaré. Alors en ce qui concerne l'ouverture de demain, je serai évidemment très vigilant avec les services de la DGCCRF aux produits qui seront commercialisés. Et par ailleurs, plus globalement, vous connaissez les actions du gouvernement pour lutter contre ces plateformes. On va mettre en place la taxe de 2 € par article, je signale.
et tripler les prélèvements sur ces produits, toujours dans l'objectif de protéger les consommateurs. Enfin, on va continuer de travailler avec vous pour faire aboutir la proposition de loi sur l'ultra fast fashion. Je suis déterminé, j'ai conscience de ce qu'il faut faire. Il faut aussi éveiller les consciences, il faut regarder tous les aspects juridiques. Je reviens. Et on va, bien sûr qu'on a le devoir de vigilance, on est à la tâche. Et je peux vous dire, il y a le consommateur et il y a le citoyen. Le consommateur, il se demande quel produit je veux. Et le citoyen, il se demande dans quel pays je veux vivre. Et vous avez raison de le signaler. Et le pays dans lequel nous voulons vivre, il n'est pas en vente sur chaîne. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Fabien Di Filippo pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Mieux rémunérer le travail, mettre fin à l'assistanat, refuser toute hausse d'impôts, baisser les dépenses et le train de vie de l'État. La droite républicaine a voulu ce débat budgétaire pour éviter aux Français et à notre économie une impasse politique ruineuse et pour obliger tous les groupes politiques à assumer leurs propositions de fond pour l'avenir du pays. Mais Monsieur le Premier ministre, si au bout des débats le budget devait s'appliquer par ordonnance ou loi spéciale, ce sont vos choix qui décideront les mesures conservées dans la copie finale. Notre groupe revendique des victoires importantes pour la France qui travaille, sur la défiscalisation des heures supplémentaires ou la non-augmentation de l'impôt sur le revenu par exemple. Cependant, le vote de 40 milliards d'euros d'impôts nouveaux sur les ménages, mais surtout sur les entreprises, obtenu d'ailleurs par l'alliance baroque des groupes situés aux extrémités de cet hémicycle, est inacceptable. Qu'est-ce que j'ai raté? En effet, le taux de prélèvement obligatoire dépasserait les 45%, soit plus que sous François Hollande. Au-delà des slogans populistes, l'augmentation de n'importe quel impôt se répercute toujours en bout de chaîne sur le contribuable ou le consommateur. Quand comprendrons-nous enfin que ce qui sauvera notre modèle social, c'est de soutenir nos entreprises et nos travailleurs et non d'alourdir leur fardeau? Il est caché. Comment accepter qu'ils passent des nuits blanches ou renoncent à investir ou embaucher à cause de la teneur de nos débats actuels? Comment expliquer, quelle que soit la situation, il a encore dépassé son temps de parole, que perdurent des situations dans lesquelles reprendre un travail paye moins que de rester dans l'inactivité? Ou comprendre que votre gouvernement souhaite finalement revaloriser les aides sociales alors qu'il refuse à côté. de se positionner Coucou. sur C'est pas notre moi qui l'ai rajouté. proposition d'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à refuser enfin la folie et les du matraquage fiscal et à soutenir nos propositions d'économie forte pour revaloriser le travail et encourager les entreprises françaises? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes publics. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est le moment effectivement de faire un premier bilan des travaux qui ont commencé il y a une dizaine de jours. Et vous m'interrogez sur les impôts. Je veux rappeler que, évidemment, on ne peut pas penser les recettes sans les dépenses et on ne peut pas penser la fiscalité sans les économies. À la fin, si on regarde ce qui a été fait depuis 10 jours, il y a des impôts qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé. Pour les ménages, c'est moins 4,5 milliards d'euros d'impôts et pour les PME, c'est moins 3 milliards. Mais ça, c'est la réalité des votes. Je ne tiens pas compte ici de ce que j'appelle les illusions. Les illusions, ce sont effectivement ces plus de 35 milliards d'euros d'impôts sortis du chapeau de certains qui pensent qu'ils pourraient s'appliquer. Ces illusions sont contraires à notre Constitution, elles sont contraires à notre droit international, elles sont contraires à tout ce pourquoi je crois que collectivement nous voulons. Et elles sont contraires à la boussole que nous avons, je crois, collectivement tenue fort pendant ces débats, et je vous remercie à tous ici de l'avoir porté ensemble. C'est celle de vouloir protéger l'emploi des Français, c'est celle de vouloir protéger l'appareil productif et industriel, et c'est celle de vouloir rappeler qu'effectivement, dans notre pays, le travail doit payer. Vous avez porté des propositions, certaines ont été adoptées, d'autres pas, ça s'appelle le débat parlementaire. Mais là où nous avons peut-être ensemble encore à travailler, c'est que je ne crois pas qu'il faille nous mettre dans la position de penser que nous n'arriverions pas à trouver ce compromis. Nous ne voulons pas, nous, gouvernement, être contraints à constater un échec. Nous voulons, avec vous, continuer à bâtir le compromis que vous déciderez pour le pays. La loi spéciale ou les ordonnances ne sont pas ce pourquoi nous nous engageons, ne sont pas ce pourquoi vous avez passé, et nous avons passé ensemble, des jours et des nuits à tracer un chemin qui doit être positif pour le pays, positif pour l'emploi, positif pour les Français. Deux éléments aussi à rappeler. Que ce soit sur la lutte contre la fraude
ou sur l'allocation sociale unifiée. Vous connaissez les engagements du Premier ministre, vous connaissez les engagements du gouvernement. Ils seront débattus dans cet hémicycle dans les prochains jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Bénédicte Ozano pour le groupe Rassemblement national. Ok, on continue. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le 1er novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a signalé à la justice la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine après avoir constaté leur présence sur le site chinois de vente Shein. Le caractère pédopornographique de ces poupées ne fait aucun doute. Hier, sur l'autre site chinois de commerce en ligne, AliExpress, des poupées également à caractère pédopornographique étaient toujours en vente ou venaient d'être retirées. On aimerait croire qu'il s'agit là d'un scandale sans précédent. Il n'en est rien, hélas. En effet, en 2020 déjà, Amazon avait été dénoncé pour la vente de poupées enfantines à caractère sexuel. 5 ans plus tard, il apparaît que rien n'a été fait d'efficace pour interdire ces ventes abjectes qui piétinent la morale et qui méprisent toute forme de décence commune. Le président de la République avait annoncé que la protection de l'enfance serait l'enjeu majeur de son 2e quinquennat. Nous sommes en 2025, là encore, la Macronie n'aura été que communication. Je souhaite donc savoir, Madame le Ministre, quelles sanctions vont être appliquées aux sociétés Shein et AliExpress. Dans quel délai les listes d'acheteurs seront remises aux forces de police? Et enfin, et surtout, quelles mesures le gouvernement va prendre sans tarder afin que de tels faits ne puissent plus jamais se reproduire sur aucune plateforme de commerce en ligne accessible en France? Vous venez de dire « Notre main ne tremblera pas ». Nous attendons des actes forts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel on peut éviter les polémiques, c'est celui-là. Il est grave, il est très grave. Et je tiens quand même à rappeler que celles et ceux qui ont identifié la fraude vendredi, ce sont des agents de l'État, et celui qui a immédiatement saisi la justice pour qu'elle se saisisse, si je puis dire, de ce sujet, c'est le ministre Papin. La raison pour laquelle je vous dis évitons les polémiques, c'est vous dites, Madame la députée, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? En 2024, il y a une loi qui a été votée au sein de cet hémicycle. Et je ne sais pas si vous avez voté pour ou contre. Ce que je sais, c'est que la majorité a voté pour. Et que cette loi, elle a complété le dispositif juridique qui fait que j'ai pu dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Que si ces comportements venaient être répétés, notre main, effectivement, ne tremblerait pas et nous appliquerions la loi. Il y a une chose que je peux vous confirmer, vraiment, c'est qu'on ne tremblera pas. Mais qu'on le fera contrairement à ces acteurs, en respectant la loi que vous avez votée. Et donc, oui, si ces comportements sont répétés, oui, si ça venait à se reproduire et que dans les 24 heures, les produits n'étaient pas retirés, nous serions en droit de demander aux fournisseurs d'accès de couper l'accès de ces plateformes à la France. Nous avons saisi l'Arcom, qui est le gendarme. Mais oui, alors voilà, je m'attendais à ça. L'Arcom a un rôle très important et ne vous en déplaise, c'est une autorité indépendante qui est là pour protéger les consommateurs. Et vous pouvez en rire, nous disposons d'un arsenal précis. Il est complet, il s'appliquera et j'espère que ni les juges ni l'Arcom, mais en tout cas en ce qui concerne le gouvernement, c'est clair, les mains ne trembleront. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée, il vous reste quelques secondes. Je peux reprendre? Oui, merci. Donc ça fait déjà 2 fois, votre main ne tremblera pas. On espère que la 3e, vous saurez agir. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach pour le groupe Horizon. Ah, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, vous avez proposé il y a quelques jours de revoir la fiscalité de l'intéressement pour que les Français puissent l'utiliser plus facilement dans leur consommation quotidienne. Autrement dit, Monsieur le ministre, vous voulez inciter les Français à puiser dans leur épargne salariale pour boucler leur fin de mois.
Cette proposition nous étonne au groupe Horizon et Indépendants. De Fécamp à Bolbec et dans toute ma circonscription, quand je rencontre des salariés, ils me disent tous la même chose. Ils veulent vivre de leur travail, pas de leur épargne. Ils veulent que leur salaire augmente, que le travail paye mieux. Coucou Bazar. Qu'il y ait moins de différence entre Bienvenue le sur ce brut stream. et le net sur leur bulletin de salaire. J'ai plus Les de chefs voix, mais ça va. d'entreprise, eux, me disent également qu'ils aimeraient bien augmenter les salaires, mais qu'ils sont étouffés par les charges, les normes et inquiets de l'instabilité fiscale. M'énerve. Dans ce contexte, cette idée paraît simplement opportuniste. Mais sinon, oui, le chat n'est est pas assez un complément de survolté. salaire. C'est une part de On valeur discute partagée, moralité et un légalité. outil qui permet à des millions de Français d'acheter leur logement, de préparer leur retraite, de sécuriser l'avenir de leurs enfants. En incitant à consommer immédiatement, vous risquez de transformer une épargne de précaution en revenu de survie. De plus, Monsieur le Ministre, changer la loi alors que les nouvelles règles en la matière ne sont applicables que depuis quelques mois serait périlleux. Surtout, nous détournons le regard des vrais sujets. Des salaires trop faibles, des charges trop lourdes, des normes trop nombreuses. Les Français n'attendent pas, Monsieur le Ministre, qu'on les incite à vivre sur leurs économies. Ils attendent qu'on leur permette de vivre dignement de leur travail. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont simples. Plutôt que de demander aux Français de payer leurs courses avec leur épargne, comment allez-vous leur permettre de vivre décemment de leur travail ? Et plutôt que de changer sans cesse les règles du jeu, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'offrir enfin de la stabilité à nos entreprises ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Serge Papin, ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés. Vous avez raison, Madame la députée. Poussier-Wingbach, vous avez raison sur le constat. Il y a un problème de coût du travail en France et d'excès de normes. C'est un enjeu de compétitivité pour nos entreprises. Évidemment, tout le monde voudrait augmenter les salaires nets en baissant les charges. Et donc, ça, c'est un modèle social qui fait reposer la protection sociale sur les salariés. Parlons-en. D'ailleurs, peut-être que les prochaines échéances seront l'occasion d'y travailler. D'ici là, je voudrais partager mon constat qui sonne comme le un chat est paradoxe. là-dessus depuis tout à l'heure. Le pouvoir d'achat est une priorité des Français et beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je n'interviens pas, mais je regarde tout ce qui est Le taux d'épargne, paradoxalement, atteint des sommets en France et n'a jamais été aussi haut. C'est un des plus gros d'Europe. Et pour répondre à ce que j'ai proposé, justement, c'est de simplifier les mécanismes de partage de la valeur en passant par une défiscalisation des sommes distribuées immédiatement dans le cadre de l'intéressement. Et le partage de la valeur, c'est un formidable levier de dialogue entre les salariés et leur entreprise. Et à l'heure où précisément nous avons besoin de tous regarder dans la même direction, salariés et chefs d'entreprise. Et le partage de la valeur, il permet d'associer les salariés à la performance de l'entreprise, d'attirer et de fidéliser des meilleurs recrues et surtout de favoriser le dialogue social. Et si globalement tout le monde partage ces mêmes objectifs, les outils du partage de la valeur ne sont pas assez répandus. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, parce que l'intéressement, par exemple, il n'est utilisé que pour 10% des entreprises dans les moins de 49 salariés. Donc il faut aller plus loin. C'est une bonne occasion aussi. Là, on est déjà... Merci, Monsieur le Ministre. Voilà. Donc, oui, voilà. C'est une on respecte le temps de parole. d'amélioration du pouvoir d'achat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame... on est déjà à 4 échéances de Chine. La parole est à présent Monsieur Benoît Biteau pour le groupe Économie et Social. Écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour sous-transposition des règles européennes dans sa déclinaison de la politique agricole commune. Et c'est pas fini la en PAC plus. dont nous parlons n'était déjà pas ambitieuse. Aucune conditionnalité à des pratiques agricoles qui soient en adéquation avec les enjeux de notre temps, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, menaces sur la santé. Et même dans cette mouture déjà insuffisante, la France réussit la prouesse de proposer une déclinaison nationale de la PAC qui n'est pas à la hauteur.
Ceux qui produisent sans tuer ce qu'il nous reste de pollinisateurs et d'oiseaux, sans endommager la fertilité des sols. Ceux qui produisent sans imposer leurs pesticides aux riverains. Ceux-là, vous les avez abandonnés en rase campagne. Ça a commencé en 2017 avec la fin des aides au maintien à l'agriculture biologique. Ça a continué avec la mise en concurrence déloyale avec le label HVE qui, en plus d'induire le consommateur en erreur, siphonne les aides à l'agriculture biologique. La réalité, c'est qu'il faut avoir les reins drôlement solides pour continuer de produire dans le respect de la santé, mais aussi du climat et de la biodiversité. Bétaram, je crois qu'il y avait eu 3 questions. Une souveraineté alimentaire, je crois. Quand votre gouvernement préfère perfuser les pratiques aux antipodes des alertes scientifiques sur une session. Pourtant, cet été, 2 millions de concitoyens se sont mobilisés pour demander sur ce sujet un véritable débat de société. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avons rendez-vous avec ça a donné quoi d'ailleurs l'examen de la pétition contre la loi du plomb? Ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne Il y a eu un débat. Va-t-il enfin permettre de refondre notre politique agricole nationale? Je me réveille après la guerre, mais vertueuse dont la mise en maintenant œuvre qu'il en parle, devient extrêmement urgente. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Annie Genevard, ministre en charge de l'agriculture. Ah, Annie Genevard. Ça faisait longtemps. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Biteau. Vous dressez un constat qui n'est pas celui de la réalité en matière de soutien aux pratiques environnementales et climatiques en matière d'agriculture. Vous ne pouvez pas affirmer que la politique agricole commune n'a pas verdi ses instructions. C'est absolument faux. Et j'en veux pour preuve le taux environnemental du PSN pour ce qui est des pratiques encouragées par la PAC est de 31%. Je suis en train de regarder c'est quand la niche Ça veut dire qu'un tiers du budget est consacré à de nouvelles pratiques répondant aux enjeux climatiques et environnementaux. Et dernièrement, c'est jeudi 27 novembre. Dans l'attribution des reliquats de la PAC, nous avons affecté des fonds à l'agriculture biologique. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, nous avons chiffré sur le budget 2025 près de 700 millions d'euros dédiés à l'agriculture biologique. Et dans la nouvelle PAC, il nous appartiendra de continuer à valoriser des pratiques qui correspondent aux enjeux pour la protection des sols, pour la protection de l'environnement, pour valoriser mais elle protège rien, ta loi. Les agriculteurs à pouvoir mieux produire, parce qu'il faut produire au regard de la souveraineté alimentaire, il faut produire tout en respectant davantage notre environnement. Je crois, et je vous le redis, Monsieur Biteau, je vous l'ai dit souvent pendant les débats, il est contre-productif, illusoire, stupide d'opposer environnement et agriculture. Et les agriculteurs sont les premiers quand on détruit la forêt amazonienne pour faire de l'agriculture, c'est pas dérisoire d'opposer agriculture et écologie. Avec la nature, qu'ils travaillent en respectant le vivant. Et vous savez d'ailleurs, le Brésil a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2025 elle est chiffrée, grâce aux cessations de déforestation de la forêt amazonienne. De le reconnaître. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, vous venez de remettre en cause une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et la souveraineté alimentaire, c'est le respect du climat et le respect de la biodiversité. Sans climat et sans biodiversité. Monsieur le député. Oui, c'est fini. La parole est à présent Monsieur Daniel Labaronne pour le groupe Ensemble pour la République. Labaronne, merci, il est de retour. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et des Finances. Ouais, évidemment. En 2023, une directive européenne relative au contrat de crédit aux consommateurs a été votée, transposée en France par une ordonnance du 4 septembre 2025. C'est sur les découvertes bancaires. Applicable dès le 20 novembre 2026. Elle a provoqué une vive émotion chez nos collègues insoumis qui ont annoncé à corps et à cri, à grand renfort de tweets et de pétitions, que le gouvernement voulait interdire les découvertes bancaires à l'aide de cette directive. Ironie du sort, cette directive a été votée par leur camarade Manon Aubry au Parlement européen, qui disait que cette directive, je la cite, va dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs. C'est notre collègue Mickaël Boulou, que je salue, qui a été responsable du texte et a contribué à sa transposition dans la loi française. Il a bien fait,
puisqu'il s'agit d'une directive d'harmonisation maximale, laissant peu de marge d'adaptation nationale afin de garantir une cohérence européenne du crédit à la consommation. Alors de quoi parle-t-on? D'un texte européen de protection des consommateurs ou d'une fake news taillée sur mesure pour détourner l'attention en plein débat budgétaire? Revenons aux faits. Oh, ça s'énerve. L'ordonnance n'interdit en rien les découvertes bancaires. Avant ce texte, la demande de découvert était déjà obligatoire. Aujourd'hui, l'analyse de solvabilité pour les autorisations de découvert est déjà une obligation pour toutes les demandes de découvert supérieures à 1 mois ou 200 €. En parlant de découvert, Le principal changement est l'extension de cette obligation d'analyse de la solvabilité pour les autorisations de découvert inférieures à 1 mois et ou 200 € lorsque l'autorisation est déjà mise en place. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer comment vous comptez assurer le suivi de la transposition de ces mesures, en veillant à ce qu'elles renforcent bien la protection des emprunteurs et préviennent les situations de surendettement conformément à l'objet de cette directive? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Merci, Monsieur le député La Baronne, de me laisser l'occasion de démentir de manière ferme, stricte et j'espère définitive. Maastricht. Je subodore que j'aurai peut-être d'autres questions, mais j'espère définitive l'immense amas de fausses nouvelles qui circulent sur cette directive, dont je rappelle, vous l'avez rappelé, qu'elle a été votée par tous les représentants au Parlement européen de tous les groupes présents ici. Alors, on peut changer d'avis. Il y a eu 7 votes contre sur ce 700 parlementaires. Alors, vous me les trouvez. Si un seul parlementaire européen, français, a voté contre cette directive, envoyez-le-moi. En fait, il y en avait un, Monsieur Bardella, qui a corrigé son vote parce que je pense qu'il avait commis une erreur en appuyant sur le bouton. Il n'y a pas plus unanime que cette directive. Et pourquoi ? Mais parce qu'elle protège les consommateurs, parce qu'elle impose en Europe des règles qui existaient déjà en France. Vous devriez être fiers qu'en France, on protège plutôt bien les consommateurs et qu'on convainque le reste de l'Union européenne de s'inspirer de nos bonnes pratiques. Première fake news. Ça dégage. Les découverts n'étaient ni automatiques, j'étais en train de regarder un truc, ni interdits avant cette directive. Ils ne seront, après cette directive, ni automatiques, ni interdits. Supprimez la fameuse pétition. Voilà, ouais. Deuxième fake news. Les découverts ne seront évidemment attiré mon attention examinés et dans l'intérêt du consommateur une seule fois. Vous n'allez pas, à chaque fois que vous faites un découvert parce que votre machine à laver tombe en panne ou parce que c'est la rentrée scolaire, demander un découvert une fois pour toutes. Troisième fake news, zéro surtransposition. Vous l'avez dit, monsieur le député, c'est une directive qui s'impose, qui est votée, et qui doit être transcrite avec quelques options. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, sur toutes les options... Merci beaucoup. Non, c'est fini, ouais, Roland. La suite à la prochaine question. La parole est à monsieur Aurélien Pradié pour le groupe... Aurélien Pradié. En tant que non-inscrit. En soi-même, c'est suffisant. À ce stade, c'est très suffisant. Ma question s'adresse à monsieur le C'est une directive ou une réglementation européenne d'ailleurs? Pour obtenir la clémence d'une partie de cette Assemblée, vous avez annoncé suspendre la réforme des retraites. Là-dessus, sur Avec votre prédécesseur, Mme Borne, et martelé matin, midi et soir devant les Français que cette réforme était vitale. Elle vous a elle-même demandé la suspension. À l'heure des négociations de survie, qu'importe la crédibilité, l'essentiel, c'est le deal. Je n'ai pas soutenu cette réforme. J'étais convaincu qu'elle ne sauverait en rien notre système de retraite. Les réglages sont dérisoires, il faut tout réformer. Et en annonçant la suspension, vous l'avez prouvé. Dans cette facilité comptable, cette réforme est passée à côté de l'essentiel, le respect du travail. Nous avons été nombreux sur ces bancs à nous mobiliser pour défendre les carrières longues et les travailleurs les plus méritants. Ces travailleurs qui ont débuté leur carrière très jeunes, souvent dans des métiers difficiles, paient l'essentiel de la réforme. Si on respecte l'effort, le travail et les métiers les plus rudes, on ne punit pas les carrières les plus longues. Celui qui débute tôt doit finir tôt. Vous allez donc suspendre cette réformette. Oui, mais en l'état, pas pour les carrières longues et pas pour les travailleurs en invalidité.
Résumons. La pseudo-conquête sociale que représenterait la suspension de la réforme permettra donc aux cadres nés en 64 ou 65 de gagner 3 mois de cotisation. Alors que l'ouvrier qui aura débuté sa carrière à 17 ans avec toutes ses cotisations, lui, devra travailler un trimestre de plus. Tout ça, pour ça, c'est absurde. Que des groupes politiques acceptent de devenir dindons consentants de ce faux marchandage est une chose. Mais que la tromperie affecte la vie réelle des Français, c'est insupportable. La vraie responsabilité, c'est de ne pas tromper les travailleurs. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Combien de temps encore allez-vous traiter les Français comme des imbéciles et les tromper sur l'autel des marchandages? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradier, le Premier ministre a fait le choix. Bonjour Gilbert Tonneau, bienvenue sur ce stream. On est en train de regarder les questions d'actualité au gouvernement. De 2023, comme tu peux le voir, au 1er janvier 2028, dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale que nous allons examiner en séance à partir de ce soir. Monsieur le député, vous l'avez rappelé, il semble effectivement que vous étiez opposé vous-même à la réforme 2023 à l'époque. Vous souhaitez y ajouter des mesures plus sociales. Sur le sujet des retraites et de leur évolution, le Premier ministre a pris la parole dans cet hémicycle vendredi pour rappeler que nous étions ouverts aux amendements qui feraient évoluer le texte initial. Nous regarderons attentivement ce qui vise à dégeler les pensions et les minima sociaux. Vous m'interrogez sur les modalités techniques d'application de la mesure. Cette mesure est une promesse du Premier ministre et du gouvernement. Nous ferons le nécessaire, le moment venu, pendant le débat. Il n'est pas question. Pour me présenter, je fais 3 types de contenu, de la politique, de la pédagogie et du gaming. Et j'ai quelquefois l'occasion de donner mon avis. Après, j'essaye surtout de faire de la vulgarisation politique en substance. Permettre à celles et ceux qui ont du mal avec la politique de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière. C'est plus un petit peu ça ma clé de... Cette suspension ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas engager une réflexion collective sur l'avenir du système visionnage, si je puis dire. Bien au contraire, le temps de la suspension doit être un temps utile. La feuille de route que nous avons fixée ce matin avec les partenaires sociaux dans le cadre de la conférence Travail, Emploi, Retraite lancée à la demande du Premier ministre nous permettra d'éclairer tous ces débats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Nadège Abomangoli pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci pour le follow. Ils sont loin, ils sont africains, ils sont pauvres et l'Union africaine s'en lave les mains. 150 000 morts, 13 millions de déplacés, les viols, la famine, le choléra. Voilà le bilan apocalyptique de la guerre civile soudanaise depuis 2023. Le général Al-Bourhan, à la tête de l'armée dite régulière et Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, FSR, massacre et pille. Et pendant que l'Union européenne est aux abonnés absents, elles sont lourdes, les QAG aujourd'hui. Regarde aussi ailleurs. C'est l'ampleur des atrocités commises par les FSR à El Fasher dans le Darfour du Nord qui a remis le Soudan au cœur moi j'ai de plus de voix là avec le stream d'hier. Les espoirs nés de la révolution citoyenne de 2019 sont noyés dans le sang par Hemeti et Al-Bourhan, putschistes ensemble en 2021, ennemis mortels aujourd'hui. Le commandant des forces de soutien rapide, bourreau du Darfour, était pourtant devenu un interlocuteur privilégié de l'Union européenne en 2016 et valorisé dans la presse française jusqu'en 2023. Les Nations Unies dénoncent les ingérences étrangères intéressées par l'or soudanais et les débouchés maritimes dans la pire crise humanitaire au monde. Fin 2024, Amnesty International indiquait que du matériel militaire français était utilisé des journées par comme les ça, miliciens t'écoutes tout ça, t'as envie de retourner toi J'ai interrogé par 2 fois le gouvernement à ce sujet. Pas de réponse. Monsieur le ministre, on espère que ça va mieux se passer sur le PLFSS tout à l'heure. Le silence et l'inaction sont-ils devenus la ligne directrice de la diplomatie française? Agirez-vous donc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour un embargo total sur les armes élargi au-delà du Darfour, pour un cessez-le-feu et pour la mise en place d'un... Laissez-moi avoir de l'espoir. Soutiendrez-vous la création d'une force d'interposition? Et enfin, soutiendrez-vous les Emergency Rooms, nommées pour le prix Nobel de la paix, ces forces d'intervention citoyenne qui luttent pour un pouvoir civil démocratique au Soudan? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nadège Abambangoli. Effectivement, c'est dans une grande indifférence que se déroule au Soudan l'une des guerres les plus meurtrières du monde. La crise humanitaire. Bah oui, c'est loin de chez nous, donc forcément on en parle moins. Un calvaire sans fin depuis 2 ans et demi pour les Soudanaises et les Soudanais. 2 tiers de la population en situation d'urgence alimentaire, 13 millions de personnes déplacées, donc 4 millions d'enfants. Ça y est, je suis déprimé. Mais non, Madame la députée, la France ne détourne pas le regard. Parce qu'1 an après le début de cette guerre civile, c'est à Paris que la communauté internationale s'est réunie pour lever 2 milliards d'euros d'aide humanitaire au profit des populations soudanaises. Et je me suis moi-même rendu dans les camps d'Adré, à la frontière entre le Soudan et le Tchad l'année dernière, où près de 300 000 réfugiés soudanais, dans des camps surpeuplés, tentent de trouver de l'aide et du soutien auprès des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies que je suis venu encourager pour vérifier le décaissement des sommes que nous avions levées. Et cette année encore, pour le 2e triste anniversaire de cette guerre, la France co-présidait à Londres une conférence humanitaire sur le Soudan. Mais oui, depuis quelques jours, la situation s'est dégradée plus encore, avec la prise par les forces de soutien rapide de la ville d'El Fasher et un certain nombre d'exactions qui ont été commises depuis. 2000 personnes auraient été froidement exécutées, 460 personnes ont été tuées dans l'assaut mené par les forces de soutien rapide contre une maternité il y a quelques jours. Dans ce contexte, condamnons les atrocités à caractère ethnique qui sont menées par les forces de soutien rapide. Nous les exhortons à mettre fin à leur offensive militaire. Ah oui, il y a une motion de rejet préalable. Nous appelons toutes les parties à cesser tout soutien militaire à l'égard des belligérants et nous exigeons le respect du droit international et du droit international humanitaire. Merci beaucoup, de préambule. Madame la députée. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu sur la question de l'embargo sur les armes. Il faut assécher le trafic d'armes au Soudan. Sinon, ça ne servira à rien. Et par ailleurs, les budgets de la diplomatie française sont à la baisse. Comment allons-nous financer tout cela? Eh oui, tous les ministères sont à la disette pour alimenter le ministère des Armées. Madame Sandra Delannoy pour le groupe Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, êtes-vous fière de nos agriculteurs, de leur savoir-faire, de l'excellence française? Êtes-vous reconnaissante de leur engagement, de leur charge de travail, de leur responsabilité assumée au détriment de leur vie personnelle? Ne laissez pas le président vendre l'excellence de notre agriculture comme il a bradé notre industrie. Dès le début, nous avions annoncé que le président trahirait les agriculteurs. Il a ainsi inventé des pseudo-clauses de sauvegarde complexes et inexplicables et inapplicables, ouvrant grand la porte à une concurrence déloyale. C'était une trahison programmée. Vous évoquez les gains pour nos exportations de vins et spiritueux, mais dites clairement que 180 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre et 100 000 tonnes de bœuf aux normes bien différentes des nôtres vont inonder le marché. Venez avec moi parler aux agriculteurs du Nord. Avouez, Madame la Ministre, que vous doutez vous-même de cet accord, puisque vous prévoyez déjà un fonds d'indemnisation de 6,3 milliards d'euros. Les eurodéputés de tous bords sont si sceptiques qu'ils demandent l'avis de la Cour de justice européenne sur la scission de l'accord. Nous, au Rassemblement national, appelons les agriculteurs à se mobiliser s'ils sont touchés au cœur de leur activité. Tout n'est pas perdu. En effet, Madame la Ministre, vous qui vous érigez en défenseur des intérêts agricoles français, si nos agriculteurs sont impactés négativement par le Mercosur, soutiendrez-vous ceux qui feront un recours en annulation tel que prévu par l'article 263, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne? Madame le ministre, ne les laissez pas tomber, soutenez-les dans leur démarche. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'agriculture. Alors, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. La position française au niveau européen est en train de changer par rapport au Mercosur. Je vais vous livrer un scoop, Madame la députée. La France est contre l'accord tel que l'a négocié la Commission il y a 1 an à Montevideo. Nous l'avons redit avec le Premier ministre au commissaire européen, Christophe Hansen, chargé de l'agriculture, qui est venu à Paris la semaine dernière. La France a une ligne rouge et claire, le soutien de ses intérêts agricoles. Et la France aura la même ligne rouge sur la PAC dans le prochain budget européen, sur le Mercosur comme sur d'autres sujets. Sur l'accord avec le Mercosur, il faut des garanties nouvelles. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas.
La Commission a répondu en partie à la mobilisation de la France. Oui, il va y avoir sûrement une suspension de séance pour passer le relais. Ouais. Sur un mécanisme de suspension des importations en cas de chute des cours due à l'entrée massive de produits venus de ces pays. Cette clause pose des questions, je vous rejoins, et nous n'avons pas eu de réponse à toutes nos préoccupations. Au-delà de cette clause, il y a un problème de fond sur cet accord. Oui, il y a des filières gagnantes, vous avez évoqué les vins et les spiritueux. Elles sont nombreuses, y compris dans le monde agricole, avec cet accord. Mais aucun consommateur, aucun citoyen, aucun agriculteur ne peut entendre que ce qui est interdit en Europe, pour d'impérieuses raisons sanitaires ou environnementales, serait subitement toléré pour des produits importés. C'est injuste pour nos agriculteurs, c'est incompréhensible pour les consommateurs. C'est pour cette raison que la France exige l'adoption de mesures miroirs exigeantes. Soyons simples, tout pesticide introduit, interdit en Europe, ne pourra être utilisé sur des produits importés. De même, pour les produits animaux, des règles similaires doivent s'appliquer. Et la Commission doit mettre le paquet sur les contrôles des produits importés. Merci, vous voyez, Madame la députée, notre détermination est non, mais ça, on peut s'en passer. Continue. Merci beaucoup, Madame la députée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous soutiendrez chaque agriculteur dans chaque recours, puisqu'il doit se présenter seul, Madame? Il n'y a pas de recours collectif. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR. GDR. Tiens, je crois qu'on n'en a pas eu aujourd'hui des GDR. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, avec votre ordonnance sur le découvert bancaire, vous condamnez des millions de foyers à une précarité encore plus grande. Pour beaucoup de nos concitoyens, le découvert représente malheureusement un souffle, un filet de survie qui leur permet de faire face aux dépenses du quotidien, d'atteindre la fin du mois sans sombrer. Les chiffres sont clairs. Près d'un Français sur 5 est à découvert chaque mois, d'après le dernier baromètre de la précarité en France. Les territoires ultramarins qui subissent des taux de pauvreté records et qui sont frappés par des frais bancaires bien plus élevés que dans l'Hexagone seront les premiers impactés par cette mesure. 36%, c'est le taux de pauvreté à La Réunion, où la survie des familles dépend en grande partie de cette autorisation de découvert. En durcissant ces règles d'accès, vous privez les plus modestes d'un outil vital. Ceux qui n'y auront plus droit se tourneront fatalement vers les sociétés de crédit à la consommation, avec des taux d'intérêt exorbitants. Résultat, davantage de dettes, davantage de surendettement, davantage de drames humains. Et tout cela décidé par un Conseil des ministres déconnecté de la réalité des Françaises et des Français qui comptent chaque euro. L'Union européenne n'a jamais exigé une telle sévérité. Pas de mention de 200 € dans le texte européen qui visait à renforcer la protection des consommateurs. Vous en avez dévoyé l'esprit. Ce qui devait les protéger devient une arme contre les plus fragiles. Vous réduisez la survie de nos concitoyens à une simple question de solvabilité et aux décisions unilatérales des banques. Monsieur le ministre, on n'extermine pas la pauvreté en exterminant les pauvres. Attelez-vous enfin à une politique de redistribution juste des richesses. Mais vous n'en prenez pas le chemin. Les Français l'auront définitivement compris. Donnez le pouvoir à un banquier, il donnera ce pouvoir aux banques. C'est une directive européenne, effectivement, qui pourrait être littéralement transcrite dans le droit. Ministre de l'économie et des finances. Et pourtant, le gouvernement a choisi de faire présidente, mesdames, une messieurs loi, les députés, de madame la surtransposer, députée Karine effectivement. Vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé. Vous colportez des fausses nouvelles. Et je vais tenter de vous éclairer, madame la députée. Ce que fait cette directive européenne, que j'imagine vous avez lue, c'est qu'elle généralise à l'Union européenne des pratiques qui sont déjà présentes en France. En France, les banques étaient déjà obligées, au-delà de 200 €, de faire une analyse systématique, une fois pour toutes, de la capacité d'un ménage à pouvoir vivre avec des découverts, et une fois pour toutes. Et j'allais dire, heureusement, parce qu'au fond, évidemment, cette directive ne les rend pas automatiques, ils n'étaient pas automatiques avant, mais ça permet d'encadrer les conditions qui font qu'on autorise ces découverts, pour éviter qu'ils soient trop importants. Je vais venir aux frais parce que c'est très important, monsieur le député. Pas d'interdiction, pas d'automaticité. Avant, après la directive, ça ne change rien. Ce que ça change, c'est qu'en dessous de 200 €, une analyse qui était de fait déjà effectuée par les banques va l'être de manière systématique. Et ce que ça change, madame la députée, vous avez parlé des frais, c'est que jusqu'à présent,
une banque pouvait prendre un frais fixe allant jusqu'à 5 €, 5 € par découvert, sur un découvert qui parfois ne représentait que quelques euros. Vous pouvez vous retrouver dans une situation, y compris dans les territoires dont vous parlez, avec des découverts de 10, 15 € sur lesquels la banque était en droit de prendre jusqu'à 5 € de découvert, plus le taux d'intérêt. Ces forfaits fixes, ils sont désormais interdits. Si tous les groupes parlementaires représentés au Parlement européen ont voté contre cette directive, c'est peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Si les gens votent à Bruxelles pour des réglementations qu'on retranscrit dans le droit français, pour la directive européenne, il y a 7 parlementaires européens, aucun de vos groupes. S'il vous plaît, évitons les fake news, s'il vous plaît. Merci. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le découvert moyen des Français est de 411 € par mois. Pourquoi Ah la vache c'est ce seuil à 200 €? Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Jean-Carl Grelier pour le groupe démocrate. De ce que j'ai lu, mais alors c'est une interprétation de ce que j'ai lu, les 200 € viennent de la Commission européenne. Madame la ministre, sans doute comme moi, avez-vous lu hier le rapport rendu par la Cour des comptes qui décrit la trajectoire mortifère qu'emprunte depuis quelques années, et cette année encore, le financement de notre système de protection sociale. Sans doute avez-vous lu comme moi dans ce rapport que les termes employés par la Cour des comptes, les sages de la rue Cambon, sont d'une exceptionnelle gravité. Désormais, toutes les branches de l'assurance maladie, en passant par la famille, en passant par les retraites, en passant par l'accident du travail, sont déficitaires, à l'exception de la branche famille, dont il ne faut pas se réjouir parce qu'elle est le signe d'une natalité et d'une démographie catastrophique. Alors, Madame la Ministre, au moment où vont s'ouvrir dans quelques minutes les débats sur la loi de financement de la sécurité sociale, quelle garantie nous donnez-vous que ces débats ne seront pas un Munich de la santé dans lequel nous n'aurions collectivement que la guerre et le déshonneur? Madame la Ministre, quelle garantie nous donnez-vous que dans les débats qui vont s'ouvrir la loi de financement de la sécurité sociale, nous aurons collectivement partagé avec le gouvernement ce degré de responsabilité qui nous permettra de donner la certitude aux Françaises et aux Français qu'il y aura demain, en 2026, en 2027 et en 2029 encore, une sécurité sociale pour les Françaises et les Français. Avec le groupe démocrate, Madame la Ministre, nous vous y invitons, montons d'un cran. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre en charge de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Jean-Carl Grelier, merci pour votre question. Nous allons démarrer ensemble ces débats du budget de la sécurité sociale cet après-midi. Notre sécurité sociale qui fête ses 80 ans cette année et face à laquelle nous avons un enjeu collectif, un enjeu de pérenniser le haut niveau de protection sociale qu'ont les Français. Nous avons cette année un déficit à 23 milliards. Notre engagement est de le diminuer. Oui, il oublie de préciser dans la copie qui vous est proposée, il est prévu à 17 milliards en 2026, mais là aussi, vous allez en débattre et voter. Malgré ce contexte difficile et ces mesures de freinage qui entraînent un effort partagé de tous, il y a aussi des augmentations des dépenses de la santé de 5 milliards dans cette copie qui vont notamment permettre de financer les réformes structurelles sur la prévention, mais aussi la labellisation des maisons France Santé qui permettra d'amener de l'accès aux soins, un médecin proche de 30 minutes des Français et avec un rendez-vous dans les 48 heures. C'est aussi ça qu'attendent nos concitoyens. Mais vous avez raison, nous devons avoir une volonté commune pour notre sécurité sociale. Et cette volonté commune, elle s'inscrit aussi, je le crois, dans une visibilité pluriannuelle que vous exprimez dans votre question et je vous rejoins. D'ailleurs, pour cette raison, d'ici la fin de l'année, je pourrais proposer l'investissement sur les 10 prochaines années pour les établissements de santé, parce que ces établissements de santé ont aussi besoin de porter des projets, de perspectives. C'est là aussi notre responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
La parole est à présent Madame Clémence Guettet pour le groupe La France Insoumise. Et donc ce sera la dernière question pour aujourd'hui, comme l'a spoilé Max. Monsieur le Premier ministre, le président Macron vient de décider d'interdire de fait les découverts bancaires. La directive adoptée au Parlement européen prévoyait la protection des consommateurs. Macron en a fait une ordonnance de flicage social. Vous ne luttez pas contre la pauvreté, vous luttez contre les pauvres. Ne plus pouvoir être temporairement dans le rouge, c'est le renoncement assuré, d'abord aux loisirs, ensuite aux petits plaisirs et puis finalement jusqu'aux besoins essentiels, les repas par exemple. Vos adversaires, ce sont les 12 millions de Français qui en ont besoin tous les mois. Alors évidemment, les plus riches pourront, eux, toujours être à découvert. Mais pour celles et ceux dont le budget tient à l'euro près, le moindre accident de la vie, une panne de voiture, une rage de dents, le salaire qui tombe avec une semaine de retard, et ce sera tout un équilibre précaire qui s'effondre. Comme la vie des gens vous indiffère, je vous donne des chiffres. Toute personne dont les charges fixes, factures et loyers compris dépasseront 30% des revenus se verra refuser d'être à découvert. Quelqu'un qui est au SMIC, donc, au-delà de 430 € de charges par mois, ce sera interdit. Quelqu'un qui gagne 2000 €, au-delà de 600 € de charges par mois, ce sera interdit. Vous condamnez donc la majorité des Français, soit aux privations, soit aux agios. On pourrait pourtant empêcher les deux. Il ne faut pas interdire les découverts bancaires, il faut augmenter les revenus et plafonner les frais bancaires. Tiens, c'est marrant, le gouvernement passe par une ordonnance pour transcrire la directive européenne en question. Un parent sur 3 qui se prive de repas pour nourrir pas de cheminement ses à l'Assemblée nationale, directement sur 2 à qui il reste 100 € par mois après avoir payé ses charges, et la situation va empirer avec votre budget de malheur. Vous avez parlé de fausses informations, nous relayons de vraies inquiétudes. Les associations de consommateurs, les 50 000 personnes qui ont déjà signé notre pétition, répondez clairement aux gens qui ont peur. Allez-vous renoncer à interdire les découverts bancaires? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Vice-présidente Guettet, je vous ai connue plus rigoureuse. Si votre pétition on ne va pas faire juste, que la France. je la signerai. Ça veut dire quoi? C'est un tissu de mensonges. Rien, comme la France. Rien dans cette directive dont je rappelle que Madame Aubry et l'ensemble de votre groupe l'a votée n'interdit les découverts. Vous trompez les Français, vous jouez sur les misères des uns et des autres. Les découverts n'étaient pas interdits avant cette directive. Cette ordonnance, elle retranscrit en droit français à la lettre la directive. Et vous racontez, Madame la Vice-présidente et Monsieur Bernalicis derrière, désolé, absolument n'importe quoi. N'importe quoi. La seule chose qui, je pense, explique la raison pour laquelle vos parlementaires ont voté pour, c'est que, justement, les agios auxquels vous faites référence, grâce à cette ordonnance, signée en effet par le Président de la République, adoptée en Conseil des ministres, elle les baisse, les agios, elle les baisse. Alors, si vous voulez supprimer cette directive, n'hésitez pas, montez les agios. Il n'y a rien dans cette directive qui n'interdit les découverts. Vous n'êtes vraiment pas au niveau de la rigueur qu'on est en droit d'attendre des représentants nationaux à l'Assemblée nationale. Vous devriez avoir honte. Cette directive n'interdit rien, elle ne rend rien non plus automatique. Reprenez la lecture, parlez à vos parlementaires européens, ils vous expliqueront pourquoi ils ont voté pour, et moi je vous explique pourquoi cette directive, elle vise à protéger les Français. J'ai un article de France Info qui contredit Roland Lescure. Et au fond, à antagoniser. Merci Madame la Présidente. Les découverts bancaires peuvent être refusés à partir de... Le gouvernement est terminé. Je suspends, on reprendra à 16h45. À tout de suite. Oh là là, sacrée séance de questions au gouvernement. Hein. M'en faites pas tout le temps des comme ça parce que moi je vais pas tenir, clairement. Des sujets majeurs. Entre ma voix et le moral, là, c'est vrai que c'est bien vénère comme séance. YouTube, j'espère qu'elle t'aura plu.
si tant est que ça puisse te plaire, vu les sujets abordés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, soit des questions sur le sujet. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Nous, on va certainement continuer d'en parler de notre côté. On va suivre, nous, sur Twitch, l'ouverture des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Et voilà, et si tu veux voir ce que ça donne, n'hésite pas à passer sur Twitch. La rediff sera disponible sur Twitch de son côté. Je ne fais pas de VOD pour YouTube parce que j'ai trop de VOD à sortir. En attendant, on se retrouve demain YouTube pour une nouvelle session de QAG à l'Assemblée nationale, mais 24 heures après. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.